sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour leur dernière séance mardi 6 mars 2012 avant la suspension des travaux parlementaires pour cause de campagne pour l'élection présidentielle. Les sénateurs ont adopté une proposition de résolution européenne sur le traitement des données à caractère personnel. Il faut dire que Bruxelles veut mettre en place une législation européenne en la matière. Une proposition vise en effet à imposer aux grands groupes de l'Internet d'obtenir sous peine d'amende le consentement préalable des personnes pour l'utilisation de leurs données personnelles. Mais pour la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté en France, ce serait une régression car les plaintes des internautes ne seraient pas traitées par l'autorité de contrôle du pays de résidence de l'internaute, mais par le pays dans lequel se trouve l'entreprise visée. Retour donc ce matin sur cette séance. Bonne matinée à tous. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne présentée en application de l'article 73 quinquies du règlement sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Simon Sutour, auteur de la proposition de résolution, rapporteur de la Commission des lois et rapporteur pour avis de la Commission des affaires européennes. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est un moment important parce que cette proposition de résolution européenne est importante par son sujet, la protection des données personnelles. Je crois aussi que c'est une première dans notre Assemblée. Après le vote de notre nouveau règlement il y a maintenant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, où on a la possibilité pour une proposition de résolution de partir de la Commission au fond, la Commission des lois, la Commission européenne pour avis et un vote en séance publique du Sénat pour donner plus de solennité à notre prise de position, ce qui pèsera dans le débat européen en tant que position d'un Parlement national. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 25 janvier dernier, la Commission européenne a présenté 2 textes qui procèdent à une refonte complète du cadre européen de la protection des données personnelles. Une proposition de règlement européen et une proposition de directive. La proposition de règlement concerne les fichiers privés et commerciaux et la proposition de directive les fichiers dits de souveraineté, utilisés notamment dans le cadre des procédures pénales. Le 8 février, en application de l'article 73 quinquies de notre règlement auquel je viens de faire allusion, la Commission des lois a décidé de se saisir de ces 2 textes. De son côté, la Commission des affaires européennes s'en est saisie pour avis. J'ai l'honneur d'avoir été nommé à la fois rapporteur au fond pour la Commission des lois et rapporteur pour avis de la Commission des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai le plaisir de vous annoncer ou de vous confirmer que nos 2 commissions partagent la même analyse. Ces 2 textes devant être adoptés selon la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire par codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, le processus de négociation entamé va durer quelque temps. Compte tenu des brefs délais qui sont les nôtres et des problématiques différentes abordées par ces 2 textes, la proposition de résolution soumise à votre examen ne porte que sur la proposition de règlement relatif aux fichiers privés et commerciaux. Mais je souhaite qu'ultérieurement, nous traitions du problème de la directive. Nous aurons l'occasion de revenir par la suite, en effet, sur ces sujets et particulièrement sur la proposition de directive relative aux fichiers de souveraineté. Comme je vous l'ai indiqué, nous la laissons aujourd'hui de côté. Parallèlement à la présente proposition de résolution qui s'adresse au gouvernement, la Commission des affaires européennes a déposé le 23 février dernier, sur le fondement de l'article 73 acties de notre règlement, une proposition de résolution adressée cette fois directement aux institutions européennes, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement.
Ce texte est devenu résolution du Sénat le 4 mars 2012, après son adoption par la Commission des lois, commission compétente au fond. La proposition de résolution qui vous est soumise aujourd'hui vise exclusivement la proposition de règlement européen relatif aux fichiers privés et aux commerciaux. Elle a vocation à remplacer la directive de 1995, très largement inspirée de la législation française, pionnière en la matière. Ce texte a marqué en son temps une avancée décisive. Je crois que lorsque nous sommes pionniers, nous n'avons pas honte à avoir à le souligner. Cependant, de l'avis général, et les personnes que j'ai entendues en audition me l'ont confirmé, il est aujourd'hui nécessaire de franchir une nouvelle étape en matière de protection européenne des données personnelles, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que la directive de 1995 n'a pas permis une harmonisation suffisante de la protection des données personnelles dans les États membres. Ainsi, par exemple, jusqu'en 2011, l'autorité de contrôle britannique ne disposait d'aucun pouvoir de sanction contre les responsables de traitement. La deuxième raison est le caractère obsolète de la directive. La révolution des nouvelles technologies, l'explosion d'Internet, la multiplication et la place toujours plus importante des réseaux sociaux, l'indexation massive des contenus publiés en ligne sont autant d'éléments qui accroissent considérablement le volume des données personnelles collectées et échangées, ainsi que les possibilités de leur consultation ou de leur exploitation à des fins notamment commerciales. Enfin, la dernière raison qui justifie une révision de la législation communautaire tient à l'internationalisation croissante des transferts de données entre les États membres de l'Union européenne eux-mêmes, mais aussi entre les États membres et les États tiers à l'Union européenne. Le régulateur national ne peut plus agir seul. Nous devons unir nos forces et donc notre droit pour imposer notamment aux États non européens le respect des règles de protection des données des citoyens européens. La Commission européenne s'est saisie de ce dossier. Elle a appelé dans une communication de novembre 2010 à une approche globale pour la protection des données personnelles en Europe. La proposition de règlement constitue l'aboutissement de ces travaux et doit conduire, selon elle, à une harmonisation de droit applicable sur le modèle des droits les plus avancés en la matière. C'est ce que nous a indiqué notamment la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Reding, lorsque nous l'avons auditionnée il y a quelques jours. L'heure est décisive. En effet, le texte qui nous est présenté est une proposition de règlement. Nous n'aurons plus à en connaître une fois adopté, conformément à ce qui se passe pour une directive. Ou je dirais, Monsieur le Ministre, ce qui devrait se passer pour une transposition de directive, car de plus en plus, le Parlement ne les voit pas, les transpositions de directives, mais c'est un autre sujet sur lequel nous aurons à intervenir ultérieurement. Si nous voulons peser, c'est maintenant, dans la phase de négociation, qu'il faut agir. Il est essentiel sur un sujet qui engage autant les droits fondamentaux de la personne que la représentation nationale se fasse entendre. La proposition de règlement prévoit un certain nombre d'améliorations dont le texte qui vous est présenté prend acte. Elle prévoit notamment que le consentement de la personne à l'utilisation de ces données personnelles devra être express. Elle reconnaît aux internautes un droit à la portabilité de leurs données qui leur permettra de s'affranchir de l'autorité de traitement sans perdre l'usage de leurs données. Elle réaffirme le droit d'opposition de chacun au traitement de ces données personnelles et encadre strictement la possibilité pour les responsables de traitement de soumettre les données qu'ils ont recueillies à un profilage informatique. Elle consacre un droit à l'oubli numérique permettant à chacun d'obtenir l'effacement des données personnelles qui lui portent préjudice. La proposition de règlement propose de nouvelles règles d'autorisation des fichiers qui reposent notamment, pour les fichiers les plus sensibles, sur l'obligation de les soumettre à une étude d'impact. Elle modifie la réglementation relative au transfert de données vers des pays tiers à l'Union européenne. Parallèlement, le texte fait peser sur les responsables de traitement des obligations nouvelles, comme la désignation d'un délégué à la protection des données dans les entreprises de plus de 250 salariés, ou le renforcement des sanctions contre les entreprises ne respectant pas les règles fixées. La proposition de règlement adapte aussi le système de contrôle des responsables de traitement, en créant notamment un comité européen de la protection des données, auquel sera associé le contrôleur européen de la protection des données, qui se substituera à l'actuel groupe de travail réunissant les CNIL européennes, dit groupe de l'article 29 ou G29.
Cette proposition de règlement contient donc de réelles avancées par rapport aux règles communautaires en vigueur. Certaines, comme l'exigence du consentement express, le droit d'opposition ou de rectification ou le statut d'indépendance et les pouvoirs de l'autorité de contrôle, existent cependant déjà dans notre droit national. D'autres consacrent des évolutions attendues. Je tiens à cet égard à rendre hommage au travail précurseur de nos collègues ici présents, Yves Detreigne et Anne-Marie Escoffier, qui, dans leur rapport d'information sur la vie privée à l'heure du numérique, puis dans la proposition de loi issue de leurs travaux et rapportée par notre éminent collègue Christian Cointat, ont présenté certaines des évolutions aujourd'hui consacrées par la proposition de règlement, comme la reconnaissance du droit à l'oubli, ce qui n'est pas rien, ou l'obligation de désignation de délégués à la protection des données. On ne peut que regretter, Monsieur le Ministre, que cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité au Sénat il y a presque 2 ans, n'ait jamais été examinée par l'Assemblée nationale. Eh oui. Malgré ces avancées notables, le dispositif proposé présente de vraies lacunes qu'il revient au Sénat de dénoncer. La présente proposition de résolution entend par conséquent attirer l'attention du gouvernement sur ces lacunes au moment où les négociations s'engagent. La proposition de règlement doit tout d'abord aller plus loin sur certains points. Sur le droit à l'oubli et les moteurs de recherche. Et puis je m'adresse à mes collègues Detreigne et Anne-Marie Escoffier, sur le statut juridique de l'adresse IP, ou sur l'encadrement des transferts internationaux de données, sur la désignation obligatoire d'un délégué à la protection des données, ainsi que sur le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle nationales. Sur ce dernier point, j'indique qu'à l'initiative de notre collègue Jean-Paul Amoudry et plusieurs de ses collègues du groupe de l'Union centriste et républicaine, la proposition de résolution appelle le gouvernement à faire preuve de la plus grande vigilance, Monsieur le Ministre, quant à l'encadrement trop restrictif des pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle nationales. J'en viens maintenant au cœur de la proposition de résolution qui est soumise à votre examen. Les 2 questions de principe que pose le texte de la Commission européenne. La première question porte sur la marge que conserve le législateur national pour adopter des dispositions nationales plus protectrices. La Commission a fait le choix d'une proposition de règlement plutôt qu'une proposition de directive afin de garantir une harmonisation complète des législations. Et lorsqu'il y a harmonisation, évidemment, il est souhaitable qu'elle soit par le haut et non pas par le bas. Nous sommes là au cœur du sujet. Une question fondamentale se pose donc pour les États comme la France, dont la législation en matière de protection des données personnelles est souvent pionnière, et elle l'est en la matière. La protection apportée par ce texte constituera-t-elle un plafond ou un plancher? Serait-il envisageable qu'en élevant le niveau moyen de protection apporté à l'ensemble des citoyens européens, le règlement diminue celle dont bénéficiaient ceux qui résidaient dans un État membre qui avait fait le choix de garanties complémentaires? Lors de son audition par la Commission des lois et la Commission des affaires européennes, le 21 février dernier, Madame Reding, commissaire européen en charge de ce dossier, nous a indiqué clairement qu'elle entendait faire respecter le principe « un continent, une règle ». Et elle nous a même indiqué que elle était entre nos mains. Mais nous avons plutôt eu le sentiment que nous étions parfois entre les siennes. Or, la protection des données personnelles participe de la protection de la vie privée que le Conseil constitutionnel rattache à la liberté individuelle mentionnée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet ancrage constitutionnel de la protection des données personnelles justifie qu'elle prime toutes les autres considérations, notamment les considérations économiques que la Commission européenne met en avant pour limiter les garanties apportées aux personnes. La présente proposition de résolution européenne invite donc le gouvernement français, Monsieur le Ministre, à veiller à ce que l'harmonisation s'effectue sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'adopter des dispositions plus favorables à la protection des données. Cela suppose notamment de mentionner expressément dans le règlement de telles possibilités de dérogation dans le sens du mieux-disant.
J'observe par ailleurs que la proposition de règlement ne parvient même pas à définir avec suffisamment de précision le cadre légal qu'elle met en place. Ceci se manifeste, et cela nous inquiète, par le renvoi près de 50 fois dans le texte à des actes délégués ou à des actes d'exécution adoptés par le collège des commissaires pour préciser les modalités d'application du règlement. Toutes les personnes que j'ai entendues ont critiqué ce renvoi massif à la législation déléguée. La proposition de résolution insiste sur la nécessité de veiller à ce que les compétences normatives des législateurs européens et nationaux ou celles des régulateurs nationaux ne soient pas ainsi abandonnées à la seule compétence de la Commission européenne. La résolution du Sénat portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement que j'ai évoquée précédemment et qui a été adoptée par la Commission des affaires européennes insiste particulièrement sur ce point. Le texte pose une deuxième question de principe. C'est celle qui a le plus focalisé l'attention de notre CNIL et sur laquelle sa présidente avait souhaité alerter la Commission des lois lors de son audition dès novembre dernier. Il s'agit du dispositif du guichet unique proposé par la Commission européenne qui attribue la compétence pour instruire les requêtes des citoyens européens à l'autorité de contrôle du pays dans lequel le responsable de traitement en cause a son principal établissement. L'objectif avoué de ce dispositif est de faciliter les démarches administratives des entreprises qui n'auront plus qu'un interlocuteur unique à l'échelle européenne. Cependant, il est paradoxal que le citoyen soit moins bien traité, j'insiste là-dessus, il est paradoxal que le citoyen soit moins bien traité que l'entreprise responsable du traitement, en étant lui privé de la possibilité de voir l'ensemble de ses plaintes instruites par son autorité de contrôle nationale. Or, il me semble que lorsqu'il s'agit d'assurer la meilleure protection du citoyen et son droit à un recours effectif, il convient, comme en matière de consommation, de privilégier la solution qui permet à l'intéressé de s'adresser à l'autorité la plus proche de lui et auprès de laquelle il a l'habitude d'accomplir ses démarches. En outre, sans même évoquer le risque de forum shopping dénoncé par la CNIL, le dispositif du guichet unique présente de multiples inconvénients. Il pose la question des moyens de l'autorité de contrôle nationale. Par exemple, l'autorité irlandaise où est installé Facebook disposera-t-elle des moyens suffisants pour faire face à l'afflux de contentieux en provenance des autres pays européens? Il crée une asymétrie pour le plaignant entre les recours administratifs exercés auprès de l'autorité étrangère dont dépend le principal établissement du responsable de traitement et les recours juridictionnels portés devant le juge national. La Commission a certes prévu des aménagements au principe du guichet unique. Elle propose un mécanisme de coordination entre autorités de contrôle et prévoit que l'autorité nationale se charge de la transmission de la plainte à l'autorité étrangère. Ces expédients sont cependant insuffisants. Le citoyen se voit à la fois privé de la possibilité de voir sa demande instruite par l'autorité de contrôle qui lui est la plus proche et la plus accessible, et privé de la possibilité de se voir appliquer les dispositions de droit national plus favorables. C'est pourquoi la proposition de résolution appelle le gouvernement à veiller, dans la négociation qui s'ouvre, à ce que le critère du principal établissement soit abandonné au profit du principe selon lequel l'autorité de contrôle compétente est celle du pays de résidence de l'intéressé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tel est le sens de la proposition de résolution européenne que la Commission des lois, unanime, vous propose d'adopter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole à Monsieur Jean-Pierre Sueur, Président de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'excellente coopération qui existe, on l'a vu encore ce matin lors de notre réunion de la Commission des lois, entre la Commission des affaires européennes et son président Simon Sutour, qui vient de s'exprimer,
et nos collègues de la commission des lois. Le fait que nous puissions travailler très efficacement ensemble est, je crois, très positif pour la pertinence et la clarté des avis et résolutions que nous sommes amenés, mes chers collègues, à vous proposer. Je voudrais aborder succinctement 4 points. Je dis succinctement car, comme Simon Sutour a déjà éloquemment abordé ces sujets, je ne voudrais pas allonger inutilement le propos. Premier point, il y a des droits individuels qui sont très importants. Je pense au droit à l'oubli. Et il est bien que le projet de règlement européen y fasse allusion et que nous disions dans la résolution que cela est un bienfait. En effet, nous connaissons tous, des jeunes en particulier, ou de moins jeunes, qui peuvent être poursuivis des années durant parce que telle publication, à leur insu le plus souvent, est parue sur un site Internet. Il est très important que l'on respecte la vie privée, et respecter la vie privée, cela veut dire prendre les moyens, et je partage aussi ce qui a été dit sur le rapport de Mme Escoffier et de M. Détraigne, prendre les moyens pour faire en sorte que chacun, à tout moment, puisse préserver et garantir son intimité ou ce qui, pour lui, relève de son intimité. Il s'agit là d'un droit de la personne, ce droit à l'oubli, que nous devons défendre parce que les conséquences peuvent être extrêmement lourdes et dommageables. Second point, nous devons être très vigilants quant à la question de savoir si le droit européen va se caler sur ce qui offre le plus de garanties, le pays qui offre le plus de garanties dans les différentes législations européennes, ou si on va chercher à créer une sorte de plus petit dénominateur commun qui serait préjudiciable à des pays comme la France et à des citoyens comme les citoyens français qui peuvent saisir la CNIL, dont nous avons reçu sa présidente, qu'elle fait autorité au plan national, mais aussi au plan européen, puisque beaucoup de travail a été fait depuis des années au sein de la CNIL pour garantir nos libertés. À cet égard, lorsque la question a été posée ici même, lors de l'audition de Mme Reding, la question de savoir si l'harmonisation serait un plafond interdisant toute disposition nationale plus favorable ou bien un plancher, comme en matière de consommation par exemple. Mme Reding a indiqué, je la cite, « Non, il n'y aura pas de niveau de protection différent. C'est l'essence même d'un règlement. Une loi identique pour tout le territoire de l'Union européenne, j'ai retenu les règles les plus protectrices des systèmes existants. » Eh bien, la suite nous montrera que non, en particulier par rapport à cette question de l'établissement principal. Alors, je veux rappeler que la protection des données personnelles relève du champ des droits fondamentaux et que le Conseil constitutionnel considère que la protection de la vie privée fait partie des libertés individuelles fondamentales mentionnées à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous considérons, nous, à la Commission des lois, en total accord avec la Commission des affaires européennes, que cet ancrage constitutionnel justifie que la liberté personnelle, la protection des données personnelles, la protection de la vie privée priment sur les autres considérations. C'est pourquoi nous demandons instamment au gouvernement de la République
Je dis au gouvernement en place, au gouvernement futur. Oui, mais j'ai vu d'ailleurs, Monsieur le ministre, que l'un des candidats à l'élection présidentielle avait justement fait des propositions qui ont dû vous intéresser par rapport à la désignation du ministre de la Justice. Non, je soutiens François Hollande, Monsieur Mercier. Je me permets de le dire publiquement, au cas où certains auraient pu en douter. Donc, je veux dire que, pour nous, ce qui touche aux droits les plus fondamentaux de la personne ou à la protection du faible contre le fort, eh bien, pour cela, la construction européenne n'a de sens que si elle élève la protection commune sans interdire les progrès promus par certains États membres avant que les autres les rejoignent plus tard. Donc nous appelons le gouvernement à y veiller. Personne ne comprendrait, Monsieur le ministre, que le règlement européen se traduise par un moins par rapport à ce qui existe aujourd'hui en France quant à la protection des libertés publiques, des libertés personnelles et de la vie privée. Troisième point, la question de la législation déléguée. La proposition de règlement renvoie près d'une cinquantaine de fois, nous avons compté, à des actes délégués ou à des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne pour compléter la législation européenne. Le nombre et l'importance de ces renvois posent un problème de subsidiarité, puisqu'ils confèrent tellement de pouvoir à la Commission qu'on vient à penser que c'est au détriment du législateur européen et des législateurs nationaux et aussi des autorités de contrôle nationales comme la CNIL. Notre proposition de résolution en fait état. Cette question est aussi traitée par la proposition de résolution portant avis motivé sur la subsidiarité qui a été présentée, à juste titre, par la Commission des affaires européennes. Enfin, j'arrive au dernier point, qui est très sensible, qui a été évoqué également par Simon Sutour, qui est la question du guichet unique. Parlons très clair. À partir du moment où le règlement établirait que le droit qui s'applique, les instances compétentes du type de la CNIL, seraient celles du pays où se trouve l'établissement principal d'un site, eh bien, il pourrait y avoir un grave problème pour la défense de nos libertés. Exemple concret, si tel site, je pense à Google ou à Facebook, que tout le monde connaît, avait son siège en Irlande, eh bien, si l'on suivait le projet de règlement, ce serait le droit irlandais qui s'appliquerait. Nous n'avons rien contre le droit irlandais, mais il se trouve qu'il est avéré que notre droit est beaucoup plus protecteur des libertés individuelles, des libertés publiques et de la vie privée. À partir de ce moment-là, il se passerait que pour tous les citoyens de l'Europe, là, le droit serait dit par le droit de tel ou tel pays, en l'espèce l'Irlande. Ce serait, je crois, incompréhensible. Cela pourrait se traduire par une déperdition inacceptable, et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement français de veiller tout particulièrement à ce que cela ne puisse se traduire dans le règlement. J'ajoute qu'il y aurait là une disparité totale et incompréhensible. En effet, ce dispositif aboutirait paradoxalement dans un texte dont on nous dit que l'objet principal est d'élever le niveau de protection des données personnelles. Cela reviendrait à traiter plus favorablement le responsable de traitement que le citoyen, puisque le responsable du traitement, tel ou tel site qui a un grand succès, eh bien pourrait choisir le droit en vertu duquel
il serait jugé. Alors que, pour le citoyen, il devrait obligatoirement s'adresser aux juridictions ou aux instances de contrôle, de régulation d'un pays déterminé. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable, cette dissymétrie entre les uns et les autres. D'autant plus qu'il y a déjà une disproportion réelle, mes chers collègues, entre les moyens des uns et des autres. S'il advient que vous ayez l'idée, parce que c'est nécessaire et parce que c'est votre droit de citoyen, de porter plainte contre l'un des grands sites mondiaux, parce qu'il y a une atteinte à la vie privée, parce qu'il y a diffamation, parce qu'il y a injure. Et vous savez bien que ce ne sont pas des rêves ou des utopies ou des cauchemars, c'est la réalité. C'est la réalité. Tous les jours, il y a des violations au respect de la vie privée. Tous les jours, il y a de nombreuses violations aux droits d'auteur. Tous les jours, il y a des diffamations, des injures qui sont punies par la loi. Alors, lorsque vous êtes un citoyen, un simple citoyen, et que vous avez en face de vous une grande multinationale, c'est pas facile. Si en plus, il faut que vous alliez plaider en Irlande avec un avocat qui va se déplacer là-bas, vous voyez bien que vos droits seront ténus par rapport à ceux de la multinationale de l'Internet face à laquelle vous allez vous trouver. Alors nous sommes très déterminés, et je crois que M. Sutour l'a dit, je le dis et je ne doute pas que beaucoup de collègues interviendront là-dessus. Nous ne pouvons pas accepter une telle insécurité juridique. Nous ne pouvons pas accepter l'affaiblissement des garanties qui existent aujourd'hui en matière de liberté dans la République française. Les mécanismes de coordination prévus par le texte ne remédient pas à l'affaiblissement par ce dispositif du droit du citoyen européen à un recours effectif exercé auprès de l'autorité qui lui est la plus accessible, en l'espèce les tribunaux français ou la CNIL pour les citoyens français. La proposition de résolution préparée par la Commission des affaires européennes et votée et débattue par la Commission des lois invite par conséquent le gouvernement, Monsieur le ministre, à défendre avec fermeté l'abandon de ce critère d'attribution de compétences au profit de celui déjà connu en droit de la consommation, de la compétence de l'autorité de l'État membre où réside le plaignant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole à Monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président et rapporteur Simon Sutour, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je pourrais faire très vite et dire que le gouvernement est heureux de voir que le Sénat tout entier lui apporte renfort et soutien dans cette question de projet de règlement européen, tant nous partageons les mêmes soucis et nous avons les mêmes craintes face à ce règlement. Je crois qu'il faut expliquer un peu les choses et dire pourquoi nous ne sommes pas satisfaits par ce projet de règlement. C'est d'abord parce qu'il y a plus de 30 ans, en adoptant la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et liberté, la France a été précurseur en la matière et cette loi, qui est la pierre angulaire de la protection des citoyens face au traitement de données à caractère personnel, a doté la France d'une autorité de contrôle, la CNIL. Elle a réglementé la manière dont sont collectées, exploitées et conservées les données personnelles par les entreprises, les administrations et les individus eux-mêmes. Pour autant, le développement rapide des nouvelles technologies pose de nouveaux défis et des défis de taille s'agissant de la protection des données à caractère personnel et par conséquent, comme cela a été rapporté par M. Sutour et également par M. Sueur, traite de la vie privée des individus.
Internet est un vecteur sans précédent de la liberté d'expression et de communication. Le Conseil constitutionnel lui-même a eu l'occasion, dans sa décision du 10 juin 2009, de relever l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions. Mais vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, face au contexte de rapide mutation technologique dans lequel nous nous trouvons, l'effectivité du droit au respect de la vie privée suppose d'adapter les instruments juridiques propres à garantir la protection des données à caractère personnel. Je veux tout d'abord rappeler que, pleinement conscient des enjeux grandissants de cette révolution numérique, le gouvernement s'est attaché à renforcer la protection des données personnelles. C'est ainsi que les droits des personnes ont été consolidés. C'est notamment un des effets de l'ordonnance du 24 août 2011 qui interdit d'installer sur l'équipement d'un utilisateur des logiciels qui observent sa navigation sur Internet sans l'en avoir informé et avoir recueilli son accord. Le même texte a également imposé aux fournisseurs de communications électroniques de notifier à la Commission nationale informatique et liberté l'existence d'une faille de sécurité. De même, les moyens d'action de la CNIL ont été renforcés pour que cette autorité de contrôle puisse disposer pleinement des moyens propres à garantir l'efficacité de son action au service de la protection des données personnelles. Le budget de la CNIL a été augmenté, les moyens d'action juridique de la CNIL ont été accrus. La loi du 29 mars 2011 relative aux défenseurs des droits a conféré à la CNIL un droit de visite inopiné dans les locaux des responsables de traitement, droit qui est subordonné à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, afin de garantir le respect des droits des intéressés. Cette même loi autorise par ailleurs la CNIL à faire publier les sanctions qu'elle prononce, même lorsque celles-ci sont infligées aux responsables de traitement défaillants dont la mauvaise foi n'a pas été établie. Cette publicité garantit une meilleure connaissance par le grand public et les organismes éventuellement concernés des comportements susceptibles d'être sanctionnés par la CNIL. Si donc des avancées ont été obtenues, il est bien évident qu'il reste encore beaucoup à faire. Précisément, le gouvernement est aujourd'hui engagé avec ses partenaires européens dans la négociation de nouveaux instruments communautaires relatifs à la protection des données personnelles. La Commission européenne a rendu public le 25 janvier dernier 2 projets de texte tendant à harmoniser sur l'ensemble du territoire de l'Union le droit applicable à la protection des données personnelles. Le gouvernement se félicite de cette initiative, car par définition, Internet dépasse les frontières des États. C'est donc d'abord au niveau européen que doivent être redéfinis les principes applicables en la matière pour une effectivité plus grande des droits de nos concitoyens. La Commission a proposé un projet de règlement applicable positive. Il faut saluer la volonté de la Commission de rendre le droit européen véritablement opposable aux opérateurs. Deuxième élément positif, le projet de règlement renforce par ailleurs le contrôle que les personnes peuvent exercer sur leurs propres données à caractère personnel. Troisième avancée, plusieurs dispositions sont de nature à assurer un renforcement des droits des personnes, comme par exemple la consécration du principe de consentement préalable et explicite. Ceci posé, d'autres aspects appellent à ce stade de la part du gouvernement français de fortes réserves, et tout à fait exact que nous retrouvons les 2 commissions du Sénat, et j'espère le Sénat lui-même et le gouvernement, pour exprimer ces réserves. La Commission, tout d'abord, a choisi de proposer un règlement en lieu et place de la directive du 24 octobre 1995 applicable au traitement des données personnelles. Nous pensons, comme de nombreux États membres, parmi lesquels l'Allemagne, la Finlande, la Suède, la Slovénie, la Belgique, l'Estonie, l'Espagne et le Portugal, que l'harmonisation proposée par ce projet de texte serait mieux mise en œuvre par le biais d'une directive détaillée
laquelle permettrait aux États membres de conserver les spécificités de leur législation nationale qui se révèlent sur plusieurs points, et je rejoins tout à fait Monsieur le Président Sueur, plus protectrices que le projet de règlement. Nous pourrons revenir sur cette question qui est absolument essentielle. Aujourd'hui, la loi française est plus protectrice que ce qui est envisagé dans le projet de règlement sur au moins 3 points: le droit d'opposition, le pouvoir de contrôle des autorités nationales de protection et l'affaiblissement, par conséquent, des moyens d'action de la CNIL. C'est donc là une question de principe que le gouvernement entend être ferme. En effet, un règlement européen n'a vocation ni à fixer des règles minimales, ni à déterminer un objectif à atteindre. Directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, il exclut toute forme de compétence nationale dans le domaine qu'il traite. En réalité, l'essentiel pour nous est que le texte européen soit suffisamment précis sur les droits et obligations des responsables de traitement et des personnes concernées. En revanche, il n'est pas nécessaire de rechercher l'uniformisation du régime juridique en la matière. Il n'y a notamment aucune raison de penser que le régime juridique de protection des données constitue le critère décisif d'investissement d'une entreprise dans tel ou tel État membre. Si tel était le cas, nous l'aurions déjà constaté dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 95/46. Le risque de forum shopping ne doit ainsi pas être surestimé. En conséquence, le gouvernement considère que remplacer une directive par un règlement n'est pas la bonne option. Sur le fond, plusieurs points doivent retenir notre attention afin de ne pas amorcer de recul par rapport aux protections apportées par notre droit. Le gouvernement, à l'instar de certains États membres, comme la Finlande, l'Irlande, la Suède, l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Lituanie, et de vous-même, messieurs les rapporteurs, déplore le recours systématique et excessif aux actes délégués et aux actes d'exécution, dans la proposition de règlement comme dans la proposition de directive. Certes, comme l'a précisé Madame la vice-présidente Reding lors de son audition par vos commissions des lois et des affaires européennes, le recours à ces actes est lié à la nature même du projet de texte. Nous sommes toutefois convaincus qu'à de nombreuses reprises, les précisions nécessaires pourraient être apportées par le règlement lui-même, sans qu'il soit nécessaire de déléguer à la Commission européenne le soin d'adopter par la suite de tels actes. Le recours à une directive permettrait de confier cette réglementation en tout ou partie aux parlements nationaux, afin de mieux tenir compte des spécificités nationales touchant au droit et à la protection de la vie privée, comme l'a rappelé le président de la commission des lois, et la nature constitutionnelle de cette matière chez nous. De surcroît, le critère du principal établissement, retenu par la Commission pour déterminer la compétence territoriale de l'organe de contrôle, n'est pas pertinent. En effet, comme certains d'entre vous l'ont souligné lors de l'audition de Mme Reding, de même d'ailleurs que les représentants de nombreux États membres, lors des 2 premières journées de travail à Bruxelles les 23 et 24 février dernier, la notion de principal établissement est peu claire et devrait être précisée. À défaut, elle donnera lieu à des interprétations différentes selon les États membres. En outre, et cela est très important, la mise en œuvre de ce critère éloignerait l'autorité de protection des données compétente du citoyen, dont les données personnelles seraient concernées. Or, il est d'une particulière importance que les personnes résidant en France puissent s'adresser à la CNIL pour les dommages qu'ils subissent de la part de responsables de traitement dont le principal établissement se situe dans d'autres pays de l'Union européenne. Le renforcement de l'effectivité des droits garantis aux citoyens de l'Union suppose de leur rendre plus facile l'exercice du droit de réclamation auprès des autorités de protection des données. L'adoption de ce critère conduirait à ce que des citoyens français soient obligés de s'adresser, par exemple, à l'organisme de protection irlandais pour toute contestation relative au site Internet d'une entreprise dont le principal établissement se trouverait
en Irlande. Que la CNIL ne puisse pas faire prévaloir la loi française en dehors du territoire français est une chose, mais qu'on l'empêche d'intervenir lorsque la protection de la vie privée de citoyens français est en cause en est une autre. Cette évolution ne va clairement pas dans le bon sens. Si l'on veut véritablement privilégier l'intérêt du citoyen, on ne peut pas conserver le critère du principal établissement pour déterminer la compétence des autorités de protection en matière de données à caractère personnel. En outre, contrairement à l'opinion exprimée par Mme Reding, le gouvernement regrette qu'au nom de l'objectif certes louable de simplification de la vie des entreprises et de développement du marché intérieur, les fichiers ne fassent même plus, dans un grand nombre de cas, l'objet d'une simple déclaration à la CNIL avant leur mise en œuvre. Ceci reviendrait à priver la CNIL d'une source précieuse d'informations et amenuise sa capacité à orienter au mieux ses contrôles. S'agissant de la création d'un droit à l'oubli numérique, le gouvernement souhaite qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce droit à l'oubli n'est certes pas expressément consacré dans notre droit, mais la loi informatique et liberté a prévu des mécanismes tels le droit d'opposition et le droit de rectification ou d'effacement des données qui concernent une personne, y compris sur Internet. Cette loi permet également à la CNIL, dont je le rappelle, les effectifs et les moyens budgétaires ont été renforcés, de sanctionner tout responsable de traitement qui méconnaîtrait les droits d'opposition, de rectification et de suppression des personnes sur leurs données personnelles. Au-delà des pétitions de principe sur la proclamation d'un nouveau droit, il convient surtout d'en rechercher l'effectivité dans le contexte d'Internet. Le projet de règlement rendu public par la Commission européenne confère aux internautes un droit effectif à l'oubli numérique dans l'environnement en ligne, c'est-à-dire le droit à faire effacer les données les concernant s'ils retirent leur consentement et si aucun autre motif légitime ne justifie la conservation de celles-ci. Toutefois, Mme Reding a reconnu que de nombreux experts extérieurs à la Commission européenne doutaient de l'application effective de cette disposition. Selon eux, ce droit serait techniquement difficile à mettre en œuvre. C'est pourquoi le gouvernement veillera à ce que ces dispositions, qui doivent être soutenues, ne se traduisent pas paradoxalement par un recul des droits des personnes en dehors de la sphère numérique. Enfin, le gouvernement est très réservé quant à l'obligation de désigner systématiquement un délégué à la protection des données au sein des structures publiques ou privées. Nous estimons que la mise en place de tels délégués doit demeurer facultative. En effet, le succès des correspondants à la protection des données prévue par la loi depuis 2004 repose précisément sur le caractère facultatif de leur désignation. Il est seul de nature à favoriser la diffusion de la culture de la protection des données dans un esprit de confiance. La logique de contrainte risquerait d'être contre-productive. En conséquence, le projet de règlement proposé par la Commission devra faire l'objet de modifications importantes afin de garantir la meilleure protection de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est devenue, avec le développement spectaculaire du monde numérique, une loi fondamentale pour la protection des droits de nos concitoyens. C'est en respectant l'équilibre qu'elle a su trouver entre la protection de la vie privée et le libre développement du traitement des données que nous ferons face aux défis que représente l'essor de l'outil numérique. C'est dans cet esprit que le gouvernement français participe activement aux travaux en cours au niveau européen, travaux auxquels, bien entendu, seront associés les parlementaires. Et je veux dire au Sénat, plus particulièrement aux deux présidents qui sont ici, que le gouvernement apprécie la résolution qu'il nous a proposée, qu'il la prend comme une incitation à continuer dans la voie à laquelle il s'est engagé pour que nous puissions assurer la meilleure des protections à nos concitoyens dans ce domaine si sensible et qui nous échappe tellement, à la fois des données personnelles et de la révolution numérique permanente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe CRC.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, aujourd'hui, techniquement, la possibilité de collecter des données personnelles ne cesse de croître, et cela sans que l'on en soit forcément conscient. Tout individu est susceptible d'être fiché, ceci à son insu, tout au long de sa vie, par la simple mise en œuvre de moyens techniques lors de ses déplacements, connexions, consultations d'informations ou transactions. Qui plus est, depuis une dizaine d'années, la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'immigration sont devenus des éléments de justification commode au fichage en tout genre, au mépris des libertés individuelles et publiques dont le respect est pourtant au cœur de la démocratie. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dénoncer à plusieurs reprises, on assiste désormais à la mise en œuvre d'une surveillance policière doublée d'un contrôle social généralisé de la population. Ce fichage tentaculaire touche aussi bien l'éducation nationale, les bénéficiaires d'allocations sociales, les consommateurs, les clients des banques et assurances, les personnes de nationalité étrangère, celles placées sous main de justice ou encore celles suivies en psychiatrie. Dans le même temps, le développement des réseaux sociaux a favorisé la mise à disposition volontaire d'informations personnelles, mais sans que l'on puisse réellement connaître et maîtriser l'usage qui en est fait, ni décider de son retrait ultérieur. Les fichiers informatiques et les traitements automatisés de données à caractère personnel qui y sont associés sont ainsi devenus de véritables outils de gestion de la société, en même temps que de formidables mannes financières par la commercialisation de façon occulte et accélérée de ces données à des entreprises désireuses de cibler leurs offres publicitaires. L'adoption il y a 17 ans de la directive européenne 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fut l'acte fondateur de la protection de la vie privée à l'échelle communautaire. Mais sa modernisation semble désormais à la fois urgente et indispensable. La Commission européenne a fait le choix de réviser la directive européenne de 1995 par l'intermédiaire de deux instruments juridiques distincts. L'un de ces instruments est une directive spécifique traitant des questions relevant de l'ex-troisième pilier communautaire relatif au secteur police. On peut regretter qu'il ait été choisi d'instaurer des règles spécifiques en matière de coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les mêmes dispositions devraient au contraire s'appliquer. Cela est d'autant plus nécessaire dans un contexte de multiplication des fichiers en matière policière et judiciaire. Lors de la transposition de cette directive, nous devrons donc veiller à ce que les règles applicables aux questions police et justice ne soient pas moins protectrices que celles prévues par la proposition de règlement européen qui nous réunit aujourd'hui. S'agissant de ce règlement, il consacre de nouveaux droits pour l'ensemble des citoyens européens, tels que le droit à l'oubli ou l'encadrement des règles de recueil du consentement, qui sont de réelles avancées. Il constitue un bon point de départ pour l'adoption des règles européennes sur la protection des données, nous permettant de faire face aux défis des technologies informatiques. Néanmoins, notre collègue Simon Sutour a formulé quelques critiques que nous partageons via la proposition de résolution présentée aujourd'hui. L'idée n'est pas de critiquer l'ensemble du texte qui apporte de vraies avancées, attendues et nécessaires, mais de mettre le doigt sur les dispositions qui posent problème et qui mériteront d'être corrigées. Alors que les autorités de protection sont aujourd'hui compétentes pour l'ensemble des traitements réalisés sur le territoire de leur État, la proposition de règlement prévoit l'introduction du critère de l'établissement principal qui donne compétence à l'autorité du pays dans lequel est établi l'établissement principal de ce responsable de traitement. Ce système aboutira nécessairement à un éloignement considérable des citoyens des autorités de protection compétentes, sans compter qu'il risque de favoriser la pratique du forum shopping et de créer une concurrence intracommunautaire entre États membres. La proposition de règlement confère à la seule Commission européenne le pouvoir de déterminer et de préciser les conditions d'application concrète, tant juridiques que techniques, des dispositions et des droits nouveaux. Le système proposé lui confère des pouvoirs normatifs très importants et limite fortement le rôle des autorités nationales, comme cela a été déjà dit, en aboutissant à une centralisation des pouvoirs entre les mains de la Commission. Cela porte atteinte au principe de subsidiarité et nous pensons qu'il est plus efficace de ventiler ce pouvoir normatif et laisser aux autorités nationales les soins de prévoir certains actes. Concernant le droit à l'oubli, nous regrettons
tout comme l'a formulé la CNIL, le manque d'ambition dont a fait preuve la Commission en n'incluant pas la possibilité d'obtenir des référencements d'une donnée à caractère personnel sur les moteurs de recherche qui ne sont pas concernés par ce nouveau droit proposé par la Commission européenne. La proposition de résolution entend pallier ces lacunes en souhaitant un renforcement du droit à l'oubli des obligations pesant sur les moteurs de recherche, en souhaitant que l'adresse IP soit traitée comme une donnée personnelle, que le règlement ne prive pas les États membres d'adopter une législation plus protectrice ou encore qu'en cas de problème, le citoyen traite avec l'autorité nationale compétente. Ainsi, la multiplication des fichiers informatiques et l'augmentation de la durée de conservation des données qui y sont consignées, l'élargissement des personnes habilitées à les consulter, la multiplication des interconnexions de fichiers constituent autant d'atteintes aux libertés auxquelles il convient de mettre un terme. La révision de la directive de 1995 est ainsi nécessaire, mais la proposition de règlement assortie d'une directive européenne sont-ils suffisants? Nous ne pouvons qu'en douter quand la directive crée des mesures dérogatoires pour les fichiers les plus sensibles, policiers et judiciaires. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ce sujet ultérieurement. En attendant, nous sommes évidemment favorables à la proposition de résolution présentée aujourd'hui, qui va dans le sens souhaité, celui d'un accroissement de la protection des données personnelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, me pardonnerez-vous ce brin de coquetterie à votre endroit? N'écoute pas. Monsieur le Ministre, me pardonnerez-vous ce brin de coquetterie à votre endroit? Nous nous réjouissons de vous voir revenu au banc du gouvernement pour la 4e fois en moins de 2 ans sur ce sujet de la protection des données personnelles des citoyens. Et cela d'autant plus que c'est le Sénat qui est à l'initiative de ces questionnements successifs sur une question que personne ne peut plus et ne veut plus éluder. Pourrait-on imaginer quelque frilosité de la part du ministre de la Justice et des Libertés, un ministre garant justement de la liberté des citoyens dans un domaine où l'enfermement subi, voire auto-créé, devient la banalité du quotidien? Nous avons été nombreux sur ces travées, un peu trop tôt probablement, mais c'est tout le problème des précurseurs, à relever les dangers qui insidieusement s'infiltrent dans notre vie privée. Des dangers liés comme toujours au progrès. Mais je ne disserterai pas sur le paradoxe, vieux comme le monde, des effets négatifs et parfois destructeurs du progrès. J'évoquerai à l'inverse d'autres progrès liés à l'impact omniprésent des nouvelles technologies, de la vidéoprotection, de la géolocalisation, de la radioidentification, des nanotechnologies qui tous les jours piègent un peu plus l'homme et poussent la puissance publique à s'immiscer dans la sphère privée. La puissance publique, il ne s'agit pas seulement de la France, pas seulement de l'Europe, ni même des États-Unis. Tous les pays sont concernés et les exemples sont nombreux pour montrer que partout dans le monde, les États cherchent à maîtriser ces nouveaux phénomènes qui donnent accès aux données personnelles. Alors oui, Monsieur le Ministre, comment, une fois encore, ne pas dire notre incompréhension face à l'attitude du gouvernement qui n'a pas permis à la proposition de loi adoptée à l'unanimité ici, dont Yves de Treigne et moi, et ça a été rappelé, étions co-auteurs et Christian Cointat, rapporteur. Comment donc le gouvernement n'a pas permis que ce texte, certes amendable, fasse son chemin et prépare efficacement la révision de la directive européenne du 24 octobre 1995. Nous avons été, par manque de réactivité, parce que nous n'avons pas osé être précurseurs, parce que probablement aussi nous bousculions quelques intérêts particuliers, nous avons donc été rattrapés par la Commission européenne.
Elle a donc pris l'initiative de refondre le cadre juridique de cette directive, un cadre qui, en tout état de cause, c'était prévu, devait être modifié pour tenir compte de l'évolution du contexte, mais qui l'a fait au détriment de notre logique française, dans une conception européenne beaucoup moins protectrice que celle dont nous bénéficions sous l'autorité de la CNIL. L'Assemblée nationale a bien voulu relever les dangers de la modification proposée et a adopté une résolution de notre collègue Gosselin qui a eu l'heure d'être entendu, lui, par le gouvernement. Nous revenons donc aujourd'hui au Sénat avec cette même résolution pour dire à notre tour nos divergences d'analyse par rapport à la proposition de règlement élaborée sous l'autorité de Mme Viviane Reding, commissaire européen en charge de la justice et des droits fondamentaux. Nous soutenons, contrairement à ce qu'elle a proposé, que l'unification du cadre juridique européen ne doit pas avoir pour conséquence de faire reculer le niveau de protection des États, comme l'État français, disposant d'une législation plus protectrice. La résolution demande donc au gouvernement de veiller à ce que les États puissent adopter des dispositions plus favorables. Nous redoutons les effets d'une nouvelle gouvernance telle que proposée, qui affaiblirait le pouvoir de contrôle des autorités nationales et déporterait la régulation des systèmes vers les pays sièges des entreprises. Un tel dispositif serait un mauvais coup pour la France, affaiblie dans son pouvoir décisionnel par rapport à des entreprises installées le plus souvent hors de notre territoire et ayant choisi l'Irlande ou l'Europe du Nord, par exemple. Dans pareil cas, les citoyens se verraient privés d'un droit de recours effectif et placeraient paradoxalement les entreprises dans une situation plus favorable que les citoyens. De plus, un tel critère obligerait l'autorité nationale de contrôle, dans le ressort de laquelle est placé le siège de l'entreprise, à devoir interpréter les législations d'autres États dans des domaines aussi complexes que le droit du travail ou le droit de la famille, dès lors qu'elle serait saisie par un citoyen d'un autre État. Nous ne pouvons, dans ces conditions, qu'adhérer à la proposition de résolution qui tend vers la restauration du pouvoir de contrôle des autorités, disposant alors des moyens d'investigation nécessaires à leur mission. De cette résolution qui complète le régime de protection des données personnelles en permettant la désindexation des données sur les moteurs de recherche, en faisant, et c'est pour nous un point tout à fait essentiel, de l'adresse IP une véritable donnée personnelle, qui renforce enfin les obligations pesant sur les responsables de traitement en matière de transferts internationaux de données. Le groupe RDSE, mais j'ai entendu les arguments de mon collègue Sutour et je crois que je vais faiblir. Le groupe RDSE, même s'il regrette de ne pas avoir été suivi sur une proposition d'amendement qui cherche à toujours mieux protéger les droits des personnes en fonction des technologies existantes, tient à apporter tout son soutien à cette proposition de résolution que vous soutenez, Monsieur le Ministre, et nous nous en réjouissons pour faire barrage à un dispositif dont il prédisait, lui, le groupe RDSE, depuis longtemps, qu'il ne serait favorable ni à la CNIL, ni à la France. Merci, ma chère collègue. La parole à Monsieur Jean Bizet pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, la protection de la vie privée et des données personnelles de nos concitoyens représente depuis de longues années un enjeu majeur de politique publique dans notre pays. La France a été un des premiers pays au monde à se doter d'une autorité de contrôle indépendante avec l'adoption de la CNIL dès 1978. Et je voudrais à ce moment saluer votre engagement, Monsieur le Ministre, sur précisément l'attitude que vous avez eue à l'adresse de la CNIL récemment. Vous l'avez confortée à plus d'un titre. Et on peut dire que la législation communautaire qui s'est mise en place ensuite a été fortement inspirée par l'exemple français. Le socle de la législation communautaire en matière de protection des données est constitué par la directive européenne du 24 octobre 1995, mais aujourd'hui ce texte est devenu obsolète. En effet, l'apparition d'Internet, l'émergence des réseaux sociaux, l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques
ont considérablement transformé le monde du numérique depuis l'adoption de la directive en 1995. Les données personnelles des citoyens sont désormais traitées par différents acteurs publics et privés au niveau international et non plus seulement dans un cadre national. Les 250 millions d'internautes européens utilisent de manière massive les réseaux sociaux et les réseaux de stockage à distance de données. Les données à caractère personnel sont exploitées par les entreprises et précieuses pour leur activité économique. C'est dans ce contexte en forte évolution que la Commission européenne a fait de la révision de ce cadre juridique européen une priorité stratégique de son action, avec pour objectif premier l'harmonisation et la simplification des règles applicables en Europe. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2010, a donné force contraignante à la Charte des droits fondamentaux qui dispose en son article 8 que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Par ailleurs, le nouvel article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit les règles d'adoption des textes européens permettant de garantir le droit à la protection des données personnelles. Par ailleurs, le programme de Stockholm met en avant le besoin pour l'Union de disposer d'un régime complet de protection des données personnelles, conformément au traité. La Commission européenne a donc déposé une proposition de règlement tendant à remplacer la directive de 1995 et instituant un cadre général de l'Union en matière de protection des données, ainsi qu'une proposition de directive qui remplacerait la décision cadre de 2008 relative à la protection des données traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière, ainsi que d'activités judiciaires connexes. La proposition de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui ne concerne que la réforme de la directive du 24 octobre 1995. Je ne reviens pas sur le fond, qui a déjà été parfaitement exposé par notre rapporteur Simon Sutour. Je pense comme lui qu'il convient de prendre acte des avancées que recèle la proposition de règlement européen sur la protection des données personnelles, même si des améliorations peuvent y être apportées. À notre avis, il reste encore beaucoup à faire. La Commission des lois, rejointe par la Commission des affaires européennes, estime que le dispositif proposé pose deux problèmes sur lesquels elle souhaite attirer l'attention du gouvernement. L'une sur la nécessité laissée au législateur national d'adopter des mesures plus protectrices que le règlement européen, et l'autre sur l'autorité de contrôle compétente pour assurer le respect des droits des ressortissants d'un État membre. Nous ne pouvons que donner notre accord à ces deux remarques. Premièrement, parce que l'on ne peut pas raisonnablement priver les États membres de la possibilité d'adopter des dispositions nationales plus protectrices des droits individuels. L'harmonisation proposée ne doit se faire par le bas, si j'ose dire. Elle ne doit se faire que dans le sens d'une meilleure protection des personnes. Autre remarque sur ce point, la Commission européenne a choisi de proposer un règlement, en lieu et place donc de la directive du 24 octobre 1995, applicable au traité des données personnelles. On peut s'interroger sur l'opportunité de retenir un texte d'application directe, alors que la législation française, la plus ancienne en la matière dans les pays de l'Union européenne, est bien souvent plus protectrice que celle de nos partenaires. Deuxièmement, et ce point a été parfaitement soulevé par la Commission des affaires européennes, nous regrettons que dans la proposition de règlement, il y ait des renvois très fréquents à des actes délégués ou à des actes d'exécution de la Commission européenne pour préciser les modalités d'application du règlement. Ce renvoi massif à la législation déléguée dans un tel domaine nous paraît très critiquable. Cela montre qu'il est nécessaire d'y apporter des précisions, voire des garanties nouvelles. Il serait préférable que certaines questions soient réglées directement par le législateur européen. Les modalités du droit à l'oubli numérique par excellence, c'est un point sur lequel j'avais été assez sensible. À cet égard, ce droit à l'oubli numérique doit surtout être effectif et pas simplement consacré. Et sur ce point, je pense que le gouvernement peut jouer un rôle beaucoup plus important. J'avoue que lorsque nous avons auditionné
la commissaire Madame Reding en charge de ce dossier, je n'ai pas senti une volonté très ferme de sa part. Je me suis permis de lui adresser un courrier dans les jours qui ont suivi et j'attends beaucoup de cette résolution qui invite le gouvernement à être sur ce point excessivement, je dirais, audacieux. Troisième point, j'avais même, je me permets l'occasion, dit que le moteur de recherche le plus, je dirais, en vogue sur cette planète, même si c'est techniquement, paraît-il, difficile, mais à ce moteur de recherche, rien d'impossible. Troisième point que je souhaite rapidement évoquer, le dispositif du guichet unique. Je crois que l'attention de la CNIL a été particulièrement focalisée sur ce point, non sans raison à mon avis. Le dispositif prévu par le projet de texte européen attribue la compétence pour instruire les requêtes des citoyens européens à l'autorité de contrôle du pays dans lequel le responsable de traitement en cause possède son principal établissement. Je crois qu'il s'agit d'un problème important car il y a de fortes chances que le citoyen soit renvoyé à l'autorité de contrôle d'un autre pays. Paradoxalement, le citoyen serait moins bien traité que le responsable du traitement qui aurait, lui, un interlocuteur unique. Les aménagements prévus par la Commission européenne ne nous paraissent pas suffisants et il est important, à nos yeux, de garantir à nos concitoyens une gestion de proximité de sa plainte. Retenir la compétence de l'autorité de l'État membre où réside le plaignant me semble donc une bonne solution. Je sais, Monsieur le garde des Sceaux, que vous avez déclaré ici même votre opposition de principe aux critères du principal établissement. Il n'est pas normal que la CNIL soit écartée ou empêchée d'intervenir au nom de l'harmonisation européenne, alors même que la protection de la vie privée de citoyens français est en cause. Cela va précisément dans le bon sens. Enfin, je voudrais évoquer brièvement l'encadrement des pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle nationales, que j'estime beaucoup trop restrictif. La référence à un motif raisonnable ne me convient pas compte tenu de la suppression des formalités préalables reposant sur les responsables de traitement. On peut considérer que ces investigations constituent la principale source d'information des autorités nationales sur la mise en œuvre des traitements. En conclusion, la proposition de résolution européenne adoptée par la Commission des lois reconnaît clairement que la proposition de règlement est porteuse de nombreuses avancées attendues et nécessaires. La protection de la vie privée des citoyens est une question essentielle et il est majeur de le garantir à l'heure du numérique. Le gouvernement a déjà fait beaucoup de choses et je tenais à le souligner. Je pense, encore une fois, notamment au renforcement considérable des moyens de la CNIL, je l'ai dit en préambule et je le répète. C'est au niveau européen que la bataille pour la protection des données personnelles se situe essentiellement. C'est la bataille pour le respect de la vie privée de chacun, mais cette bataille ne peut pas écarter les instances et les procédures nationales, surtout lorsque ces dernières ont une antériorité, une expérience et une vraie compétence. Vous l'avez deviné, les préoccupations évoquées me paraissent faire une large unanimité dans nos rangs et le groupe UMP votera cette proposition de résolution sans aucune retenue. J'aurais souhaité, ça c'est mon clin d'œil à l'ensemble de nos collègues socialistes, communistes et écologistes, sauf à notre collègue Gattolin et Madame Laïcha Ichi, j'aurais souhaité un peu plus d'attention, un petit peu plus de hauteur de vue, de nos collègues lorsqu'il s'agit de l'intérêt de nos concitoyens, de l'intérêt de notre pays. Je veux faire référence, bien évidemment, à votre vote ou votre absence de vote lors du débat sur le mécanisme européen, je dirais, de stabilité. Puissiez-vous, mes chers collègues, vous en souvenir. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à André Gattolin pour le groupe écologiste pour 6 minutes. La parole à Monsieur Gattolin. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. La protection des données personnelles, il faut le rappeler, est un droit reconnu au plus haut niveau de la législation communautaire. Elle est consacrée par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Dans le même temps, son application concrète repose sur une directive qui date de 1995 et qui paraît, malgré ses 17 ans à peine, bien âgée. Il est vrai qu'une révolution
je dirais, technologique s'est produite, mais pas simplement une révolution technologique, mais une révolution aussi sociologique et économique qui a bousculé l'ordre des choses, notamment à travers les nouvelles technologies de l'information, Internet et le développement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les bases de données peuvent être totalement dématérialisées, elles se créent en permanence, s'échangent en une fraction de seconde, franchissent les frontières très très rapidement. Les internautes eux-mêmes, souvent, sans s'en rendre compte, nourrissent cette dynamique. Les premiers internautes, justement, les premiers utilisateurs d'Internet étaient surtout des consommateurs de données. Ils allaient sur Internet pour y trouver des informations. Ils accèdent désormais au statut de producteurs de données, car ils passent une bonne partie de leur temps à écrire et à diffuser des informations sur eux-mêmes et sur les autres, à laisser plus ou moins volontairement une multitude de traces qui permettent de dessiner leur portrait et qui font la fortune de certaines entreprises. Parfois, comme je le dis, en tout état de cause, parfois à l'insu de leur plein gré. Une revue française, il y a quelques années, il y a 3 ans, qui s'appelle Le Tigre, s'était amusée à dresser le portrait très détaillé d'un inconnu, mais d'un inconnu existant réellement, un certain Marc Oel, à partir uniquement des informations que ce dernier avait rendues disponibles sur Internet, parfois en connaissance de cause, souvent sans le savoir. Le résultat, quand on lit cet article, est absolument édifiant. Et l'auteur de l'article lui-même, la personne qui a fait la compilation de ce portrait, parle même d'un portrait violemment impudique. Et c'est toute sa vie qui a ainsi pu être mis à jour simplement par simple recoupement de données par un tiers. Aujourd'hui, de nouveaux logiciels se mettent en place, très élaborés, et ils fonctionnent, donc ils ne demandent qu'à être exploités dans l'univers numérique, de logiciels de reconnaissance visuelle, c'est-à-dire une photographie de vous en premier plan ou en second plan, diffusée sur Internet, peut, par calcul sur des bases de données, être assimilé avec une assez grande fiabilité à son auteur. Vous imaginez effectivement tout ce que cela peut signifier et tout ce que cela nécessite en matière de droit, de nouvelles protections pour que ces usages ne deviennent pas encore plus attentatoires à la vie privée des personnes. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que la Commission européenne a présenté le règlement qu'examine la proposition de résolution déposée par notre collègue Simon Sitour, proposition de résolution évidemment pour laquelle les écologistes voteront parce qu'elle fait l'unanimité effectivement de nos commissions et qu'elle va dans le bon sens et elle souligne à la fois le travail qui a été fait pour actualiser la directive de 95 qui devenait de plus en plus souffrante, mais en même temps, cette proposition de résolution pointe de nombreux problèmes, en dépit de ces avancées notables qu'il se pose encore aujourd'hui dans le texte présenté donc par les représentants de la Commission. Alors, il y en a un certain nombre, on les a tous évoqués, notamment, il y a une chose très positive, c'est effectivement d'établir dans l'entrée, pour la première fois du droit communautaire, le droit à l'oubli numérique. Et cela a été dit, en bien des points, ça manque encore de précision et surtout de la manière dont on peut faire respecter cet oubli numérique. Et ça mériterait d'être plus profondément approfondi. Alors, effectivement, comme cela a été aussi souligné par plusieurs des orateurs, et notamment le rapporteur et aussi le président de la commission des lois, il y a un renvoi, et par Monsieur le ministre, il y a un renvoi dans ce texte excessif à de futurs actes délégués ou actes d'exécution qui, au passage, sont non seulement discutables, mais privent les parlements de l'examen de ces dispositions, alors qu'un règlement, par définition, est d'application directe et que ça pose effectivement un sérieux problème quand on voit l'incertitude et le flou qui règnent sur beaucoup des points proposés. Alors, le problème du guichet unique a déjà été évoqué, donc je ne reviendrai pas sur cette question, mais il y a un autre point qui a peu été soulevé dans nos débats. Le ministre en a parlé. Nous différons, je pense, là-dessus sur l'approche, c'est en ce qui concerne la volonté de la Commission européenne, dans son texte, de contraindre les entreprises de plus de 250 salariés à se doter d'un délégué
à la protection des données. Celui-ci donc serait chargé de veiller en interne au respect de la loi et d'assurer l'interface avec les autorités et les consommateurs. Alors je comprends bien, si chaque entreprise de 250 salariés doit avoir ce type de représentant, c'est quelque chose de relativement lourd. Néanmoins, je trouve ce seuil aberrant et stupide et ne correspondant à aucune connaissance aujourd'hui de ce qu'est la réalité du monde de l'entreprise numérique. Je veux dire par là, aujourd'hui, les entreprises qui gèrent des fichiers de données personnelles sont souvent loin d'atteindre les 250. Ce sont des entreprises spécialisées, parfois ce sont des start-up. Elles sont subdivisables et par la sous-traitance à volonté, et il faudrait bien définir au moins un secteur, celle effectivement gérant des gros volumes de traitement. Je rappelle par exemple qu'une société mondialement connue comme Twitter, qui rassemble des millions aujourd'hui d'usagers, ne compte à l'heure actuelle que 700 salariés. Il y a encore 1 an et demi, il y avait moins de 250 salariés. Donc on exclurait Twitter et certaines PME faisant un usage limité des données se verraient contraintes. Donc il y a beaucoup de travail en conclusion à faire et c'est pour toutes ces raisons et encore d'autres que le temps ne nous permet pas d'évoquer qu'il nous semble indispensable que la Commission européenne revoie sa copie, apporte des précisions ou les adaptations nécessaires pour être plus opérante en matière de protection de la vie privée. Merci, mon cher collègue. La parole à monsieur Yves Detraigne pour le groupe Union centriste et républicaine pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a 2 ans, en mars 2010, notre Assemblée adoptait à l'unanimité la proposition de loi déjà évoquée, déposée par Anne-Marie Escoffier et moi-même, qui visait à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. Cette proposition de loi prévoyait notamment de faire de l'adresse IP une donnée personnelle, de rendre obligatoire la désignation d'un correspondant informatique et liberté dans les entreprises publiques ou privées où plus de 100 personnes ont accès à un fichier informatique, étant précisé qu'il était proposé que ce correspondant puisse être mutualisé entre plusieurs entreprises. Nous proposions également de rendre obligatoire, plus claire et plus accessible, l'information sur la durée de conservation des données et la possibilité pour les personnes concernées d'exercer plus facilement leur droit de suppression et de rectification, de mieux encadrer la création et l'interconnexion des fichiers de police, de renforcer les pouvoirs d'enquête et de sanction de la CNIL, bref, si je puis dire, de rendre plus transparente et accessible aux utilisateurs d'Internet et autres traitements numériques les informations les concernant et de donner en fait une sorte de réalité au fameux droit à l'oubli. Cette proposition de loi, qui avait été adoptée à l'unanimité sur le rapport et avec les améliorations proposées par notre collègue Christian Cointat, était la suite d'un rapport datant de mai 2009 qui avait formulé une quinzaine de recommandations pour mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure des nouvelles mémoires numériques et renforcer ainsi, car c'est bien de cela qu'il s'agit, la confiance des citoyens à l'égard de la société de l'information. Depuis que le Sénat a débattu de cette question, sans que malheureusement l'Assemblée nationale ne la reprenne à son compte, l'actualité n'a eu de cesse de démontrer l'urgente nécessité de légiférer dans ce domaine. On ne compte plus les exemples de salariés victimes dans leur entreprise de messages électroniques échangés sur le net ou de candidats à l'embauche qui se voient opposer par leur futur employeur des informations d'ordre privé qu'ils croyaient n'avoir transmis qu'à leurs amis, mais qui étaient de fait devenus très rapidement accessibles au plus grand nombre, sans compter les systèmes illégaux de croisement de fichiers qui peuvent permettre parfois à une entreprise d'espionner ses salariés, comme la presse s'en est fait l'écho il y a moins d'1 semaine. On ne peut donc que se réjouir de voir la Commission européenne s'emparer de cette question qui touche à nos libertés fondamentales et publier le 25 janvier dernier, d'une part, une proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que, d'autre part, une proposition de directive dont nous ne parlons pas en réalité aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre toutes les dispositions ni de la proposition de règlement de la Commission européenne, ni de la proposition de résolution
préparé par notre collègue Simon Sutour, dont je veux souligner la forte implication et la sagacité sur un sujet qui, il faut bien le dire, concerne énormément de monde, mais échappe en réalité au plus grand nombre. Mais en mettant notamment en place un corpus commun de règles relatives à la protection des données applicables dans toute l'Union européenne, en imposant davantage d'obligations aux entités procédant au traitement de données à caractère personnel, comme par exemple l'obligation de notifier à l'autorité de contrôle nationale les violations graves de ces données, en prévoyant que chaque fois que le consentement de l'individu concerné est exigé pour que ces données puissent être traitées, eh bien, ce consentement ne soit plus présumé, mais soit expressément donné, en facilitant l'accès des personnes concernées à leurs propres données, en instaurant un droit à l'oubli numérique pouvant permettre aux citoyens d'obtenir la suppression des informations les concernant si aucun motif valable ne justifie leur conservation, et en prévoyant que les règles européennes devront aussi s'appliquer pour des traitements réalisés à l'étranger par des entreprises implantées sur le marché européen, pour ne citer que ces quelques exemples du contenu de la proposition de règlement européen, la proposition va incontestablement dans le bon sens. Certes, elle recèle quelques lacunes et la présentation qui en a été faite par la commissaire européenne, qui insiste plus, en tout cas c'est mon sentiment, sur la nécessité de donner un coup d'accélérateur à l'économie européenne et de réduire les contraintes qui pèsent sur les entreprises que sur la nécessité, pourtant tout aussi importante, de protéger les libertés individuelles, peut nous alerter. Il ne faudrait pas que, paradoxalement, en voulant unifier le droit européen dans le domaine de la protection des données personnelles, on en vienne à compliquer les possibilités d'intervention des individus concernés et à affaiblir les autorités de contrôle nationales qui, dans de nombreux pays, dont le nôtre, ont su faire preuve depuis de nombreuses années de clairvoyance et d'équilibre. Il est donc tout à fait important pour notre Assemblée de le dire explicitement, ainsi que d'autres choses, par cette résolution. La commission des lois ayant repris les amendements que proposait notre collègue Jean-Paul Amoudry, qui représente notre Assemblée, je le rappelle, au sein de la CNIL et qui connaît donc particulièrement bien ces questions, on peut considérer, c'est en tout cas mon sentiment profond, que la proposition de résolution, en tirant les conséquences des interrogations soulevées notamment lors de l'audition de Mme Reding, et qui n'ont pas toutes reçu réponse, il faut bien le dire, constitue une feuille de route, je crois, équilibrée pour les négociations que le gouvernement va maintenant engager avec nos partenaires européens sur le projet de règlement de la Commission européenne. Le groupe centriste approuve donc la proposition de résolution qui nous est soumise. Merci mon cher collègue. Je vais passer la parole à Monsieur le garde des Sceaux. Beaucoup, Monsieur le Président, de me permettre de dire quelques mots qui sont probablement d'essence personnelle pour dire ma joie de voir Guy Fischer avec nous ce soir. Guy est un ami, ancien, fidèle, de toujours. Un certain nombre de choses nous séparent, beaucoup nous rassemblent. Nous partageons des valeurs, nous partageons une action commune, et je suis heureux de te voir là ce soir avec nous. Je veux redire tout ton courage admirable pendant la maladie, ta force et aussi ton envie de vivre, et qui t'ont soutenu pendant tout ce temps. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est un jour de joie pour moi, pour toutes celles et ceux qui ont toujours compté sur toi pour les défendre, faire entendre leur voix, et que tu aimes. Et puis je peux dire aussi que pour le gouvernement, avoir un adversaire de la qualité de Guy Fischer, c'est une chance. Alors mon cher Guy, continue, vas-y, et c'est toujours avec joie qu'on te verra ici. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. J'ai moi-même tout à l'heure, au nom du Sénat, d'être très heureux que cette belle personnalité qu'est Guy Fischer soit là, et je lui donne immédiatement la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très heureux que vous présidiez cette séance. Je voudrais dire à Monsieur le garde des Sceaux,
qui a été pendant très longtemps le président du Conseil, et qu'il est toujours d'ailleurs, le président du Conseil général du Rhône, combien nous avons, au cours de 26 années de Conseil général, pu tisser un certain nombre de liens. Je représentais l'opposition communiste au sein du Conseil général du Rhône, mais il est vrai qu'à force et au fil des années, eh bien, des qualités qui, au-delà, bien sûr, de nos sensibilités politiques, eh bien, ont pu se développer, ont pu faire la réalité et la richesse des hommes. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les sénateurs et sénatrices, et je crois que tous les bancs ont pu me témoigner durant cette douloureuse épreuve, leur amitié, leur souci de me voir réapparaître au Sénat, entre guillemets, et je dois dire que pour moi, c'est une joie donc de voir des sénatrices et des sénateurs, beaucoup que je ne connais pas encore, mais aussi eh bien, des présidents comme Jean-Pierre Sueur qui ont accédé à d'autres fonctions. Nous avons cheminé ensemble, mais pour nous, avec le groupe communiste et avec Nicole Borvo, eh bien, nous serons toujours, nous ferons toujours partie de cette résistance à un certain nombre au cours d'un certain nombre de débats. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous remercie infiniment de l'amitié, ainsi que tous mes collègues sénatrices et sénateurs qui m'ont témoigné, eh bien, dans des douloureuses épreuves qu'on subit tous à un moment dans notre vie, qui m'ont témoigné de leur amitié. Merci infiniment. Il est des moments dans la vie d'un parlementaire qui sont des moments qui comptent, des moments d'émotion. Dans ce moment politique, la plus grande confrontation nationale que la France connaisse. Et je crois que ce moment de rassemblement, d'amitié, de solidarité et de fraternité, merci Monsieur le garde des Sceaux d'y avoir contribué. Je pense que c'est important. Une belle personnalité comme Guy Fischer qui revient aujourd'hui symboliquement pour la clôture de notre session, c'était à marquer et je lui souhaite à mon tour, une nouvelle fois, bon vent. La parole est à Virginie Claes pour le groupe socialiste et apparenté pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moment de consensus auquel, bien évidemment, je m'associe en souhaitant aussi, du haut de cette tribune, la bienvenue à notre collègue Fischer et qu'il ne s'inquiète pas, on continuera aussi avec lui notre travail d'opposition chaque fois que ce sera nécessaire. Pour autant, aujourd'hui, on est sur un texte qui amène plutôt le consensus. Effectivement, cette proposition de résolution de notre collègue Sutour, tant au nom de la Commission européenne que de la Commission des lois, sujet important s'il en est que celui de la protection des données privées à l'ère du numérique, à l'ère où ça a été déjà souligné un certain nombre de fois, les technologies finissent presque par aller plus vite que l'esprit humain et peuvent effectivement, dans certains cas, mettre en danger la vie privée et le droit à la vie privée et à l'anonymat des personnes. Alors aujourd'hui, nous discutons autour du règlement, autour de la proposition de règlement européen sur les fichiers, notamment commerciaux, sachant qu'un autre texte est aussi à l'étude, qui est un texte d'une directive européenne qui concernera, elle, les fichiers de souveraineté. Alors je sais bien qu'on pense que quand on parle de l'un, on ne parle pas des autres, ou des uns, on ne parle pas des autres. Pour autant, j'aimerais quand même attirer l'attention des membres du gouvernement et de mes collègues du Parlement sur ces bancs, sur la non-séparation complète entre ce que sont les fichiers dits de souveraineté et ces fameux fichiers commerciaux qui nous occupent plus particulièrement aujourd'hui. Pourquoi attirer votre attention dès aujourd'hui sur le sujet? Parce qu'il me semble nécessaire que le Parlement français fasse bloc autour de ces sujets de façon à peser dans les négociations qui vont se mener ensuite avec l'Europe et avec nos partenaires européens. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas une distinction si complète et totale entre les fichiers de souveraineté et les fichiers commerciaux? Tout simplement parce que ne serait-ce que les fichiers de carte grise
qui sont bien des fichiers destinés à lutter contre un certain nombre d'infractions, les fichiers de carte grise peuvent être vendus par l'État à des sociétés commerciales dans des conditions certes encadrées, mais pour autant dans des conditions dans lesquelles je ne suis pas certaine que chaque citoyen français ait réellement donné un consentement libre, express et éclairé et parfaitement volontaire. Ces fichiers de carte grise sont vendus à des sociétés pour lesquelles l'État peut, de façon assez discrétionnaire, demander des enquêtes administratives, sur lesquelles l'État peut demander des enquêtes administratives, et en fonction du résultat de ces enquêtes administratives, on ne sait pas très bien sur quels critères, accepter ou ne pas accepter de vendre ces fichiers. C'est là, me semble-t-il, justement, un lien fort entre ces fichiers dits de souveraineté et ces fichiers commerciaux. À partir du moment où le fichier des cartes grises ou des données personnelles incluses dans ces fichiers de cartes grises sont vendus à des garages ou à des sociétés automobiles diverses et variées, ces fichiers tombent dans le domaine commercial et tombent cette fois-ci sous le coup du règlement et non plus de directive. Il y a donc des liens étroits entre les deux et il me semble important de l'avoir en tête dès aujourd'hui et quand on étudiera la directive de se rappeler que nos fichiers de souveraineté peuvent tomber dans le domaine commercial de façon rapide, facile et en tout cas aujourd'hui en toute légalité. Ça me semble important aussi à considérer puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons parlé dans cette enceinte et nous en parlerons encore, je l'espère, parce que j'espère que le combat n'est pas terminé, un combat qui n'est pas terminé en tout cas, c'est le fichier qui sera lié aux cartes nationales d'identité biométrique avec le lien fort, le lien faible. Il est important de protéger les données. Très récemment, je ne parle même plus là de vente, d'ailleurs, qui empêchera l'État demain peut-être de vendre un certain nombre de données dans ce fichier centralisé de tous les Français avec un lien fort entre les données biométriques et les données biographiques? Aujourd'hui, il n'y a rien qui empêchera l'État français éventuellement de vendre ce genre de choses. Mais indépendamment même de la vente, comment ces fichiers seront-ils protégés quand on voit déjà aujourd'hui certaines entreprises qui récupèrent des données dans les fichiers des cartes grises de façon illégale ou dans d'autres fichiers et qui se les revendent entre elles. Donc vous voyez bien que ce lien entre les fichiers de souveraineté et les fichiers commerciaux, il existe, il est là, il est parfois légal, parfois illégal, parfois sécurisé, parfois non sécurisé et nous devons garder cet aspect des choses en tête chaque fois que nous parlerons de fichiers et de réglementation européenne, que ce soit directive ou règlement. Ça me paraît vraiment primordial. Dans les autres choses qui ont été déjà abordées avant moi, donc le consentement express et éclairé me paraît particulièrement important, et notamment ces notions de notice ou d'information qui ne deviennent pas un tel fatras et un tel amas d'informations dans un français parfois approximatif parce que traduit de façon approximative que plus personne ne lit. Et je ne sais pas si grand nombre d'entre vous ont lu jusqu'au bout les acceptations de licence de certains moteurs de recherche américains, par exemple, où on vous spécifie que vos données privées sont conservées dans un pays tiers de confiance, mais de confiance pour qui, pourquoi, sur la base de quoi, de quels critères, personne n'en sait rien. Ce n'est pas là un consentement express et éclairé. À mon sens, il faudra aussi être extrêmement attentif sur ce genre de situation. Alors, bien évidemment, on l'a tous dit aussi ici, l'objectif des textes qui nous sont soumis est d'améliorer le niveau de protection des données et en même temps aussi de simplifier un certain nombre de formalités, notamment pour les entreprises. Personnellement, qu'une entreprise voit des formalités simplifiées tant qu'on est sur de la gestion interne à l'entreprise, qu'une entreprise travaille en toute sécurité juridique me paraît aussi une bonne chose, qu'elle sache précisément ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire me paraît une bonne chose, mais je pense que dès l'instant où, par action de l'entreprise, il y a des répercussions sur la vie privée d'un particulier ou d'un citoyen, on ne peut plus là appliquer le droit du siège de l'État de siège de l'entreprise, mais on doit bien appliquer le droit de l'État de résidence du citoyen. Je voudrais faire à ce sujet un petit parallèle en matière de droit du travail. Quand Disney s'installe à Paris, c'est bien le droit du travail français qui s'applique à Paris, même si en interne l'entreprise fonctionne avec sa culture américaine dans ses procédés, dans ses processus, etc. Mais la gestion des citoyens, fussent-ils français ou américains, sur le sol français relève bien du droit du travail français et non pas du droit du travail américain. Une entreprise de vol aussi récemment a fait le même genre de déconvenue. En France, c'est bien le droit du travail français qui s'applique à partir du moment où on s'adresse aux citoyens. Les propositions qui ont donc été émises notamment par la CNIL et reprises par notre collègue Sutour de distinguer
dans ces applications de droits nationaux ou de droits nationaux de résidence du citoyen ou de résidence de l'entreprise, de distinguer les choses selon que l'on s'adresse à l'entreprise ou selon que l'on s'adresse aux citoyens, me paraissent donc extrêmement intéressantes. La notion d'État principal se doit donc d'être nuancée selon les sujets très précis dont on parle. Le droit à l'oubli est sans doute aussi un petit peu le grand oublié de la proposition de texte que nous avons aujourd'hui à examiner. Non pas de la résolution, mais du texte européen. Il faut insister auprès de l'Europe, auprès de nos partenaires, sur le déréférencement des données privées. Excusez-moi. Buvez un verre d'eau et concluez, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président. Donc ce droit à l'oubli, me semble-t-il, doit impérativement être au cœur de nos préoccupations. Donc, en conclusion, bien évidemment, nous voterons la résolution de notre collègue Sutour, tout en étant conscients des améliorations à apporter encore. Merci. C'est la fin de cette séance. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.